Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous allons poursuivre notre série de vidéos qui concernent la traite négrière et l'esclavage. Alors il faut dire que, comme nous l'avons indiqué, dès même le 15e et le 16e siècle, les Portugais allaient prendre des esclaves à Sao Tomé ou sur la côte des esclaves, sur la future côte des esclaves, et venaient les vendre sur la côte de l'or, notamment à Elmina. C'est ainsi que certains descendants des populations de la côte des esclaves se sont intégrés aux populations d'Elmina. On les appelle Alata Banfo, c'est-à-dire les enfants des Alata. Ce sont les Yoruba qui sont appelés Alata par les Akans. Et quand les Européens sont venus sur la côte, il faut savoir que le complexe du noir africain est venu avec la conquête coloniale et la colonisation. Sinon, les Africains, les Noirs n'avaient aucun complexe devant les leucodermes, devant les Européens, devant les Caucasiens. Pas du tout. D'ailleurs, comment les Akans appelaient ces Européens-là, ces Caucasiens-là? Ils les appelaient Cancan Brofo. Quand vous lisez certains documents, certains récits de voyageurs européens, notamment dans la zone du royaume Iguafo, ils appelaient les Européens Cancan Brofo, c'est-à-dire les esclaves blancs, les esclaves européens. C'est comme ça qu'ils les appelaient. Ils n'avaient aucun complexe. Et depuis leur arrivée sur ces côtes-là, depuis le 15e siècle, jusqu'au 19e siècle, mais ils ont toujours empêché les Européens d'aller à l'intérieur des terres. Non, ils ne voulaient pas que les Européens aillent à l'intérieur des terres. Je vous ai parlé de la première rencontre entre le roi Kwamna Ansa de l'Iguafo, ou Komenda, avec Diego de Azambuja, l'envoyé du roi du Portugal. Il a dit non, nous ne voulons pas que vous fassiez un fort sur nos terres. Restez au large là-bas, ça suffit pour le commerce. Ils n'avaient aucun complexe. Il y a un Européen qu'on appelle Joseph Dupuis qui s'est amusé à aller jusqu'à Koumassi autour de 1824. Mais il a été retenu prisonnier par les Ashantis pendant des années. Parce que les Ashantis ne voulaient pas qu'ils puissent révéler comment est leur région, comment fonctionne leur société, leur système de défense. D'ailleurs, vous comprendrez que les explorateurs qui sont venus, les René Caillé, les Savorgnan de Brazza, etc., les Stanley, mais c'était des espions en fait. On les appelle les explorateurs, mais c'était des espions. C'était pour savoir comment ces populations-là sont armées, quels sont les systèmes de défense, quelles sont leurs coutumes, quelles sont leurs pratiques. Et vous avez remarqué que c'est après les explorateurs que les colonisateurs, les conquérants sont venus. Il faut comprendre ces choses-là. Alors, je disais que les Africains ont une vision de l'esclavage et de l'esclave totalement différente de celle des Européens. Pour l'Africain, pour l'homme noir, l'esclave est un membre de son lignage. Seulement, il occupe le bas de l'échelle. Et on ne l'enchaîne pas à tout moment pour travailler. Non, pas du tout. Il travaille librement. Seulement, les 2/3 des revenus de son travail reviennent à son maître. C'est cela. Les 2/3 là, du travail de l'esclave, là, ça revient à son maître. C'était comme ça, c'est tout. D'ailleurs, il y a des esclaves qui se sont enrichis. Il y a un esclave dont on parle, par exemple, dans le royaume Saye Yosso. Mais il est devenu tellement riche et il participait aux obsèques des chefs et des rois. Si bien que lui-même, il a pu s'acheter de nombreux esclaves. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je vous disais, dans ce système familial, par exemple, chez les Akans, mais il est interdit de révéler publiquement les origines d'autrui. C'est pour ça qu'on dit en langue tui, nul ne doit révéler les origines d'autrui, les racines d'autrui. Et les Akans comprenant que l'esclavage était vraiment une absurdité, mais c'est parce que les hommes veulent des intérêts qu'ils ont instauré l'esclavage et disent Obi di chene obi akwa, ou bien Obi di chene obi donko.
Ça dit que c'est le noble de quelqu'un qui devient l'esclave d'autrui ou bien qui devient le serviteur d'autrui. Donc, les Africains n'avaient aucun complexe envers les Européens. C'est quand la conquête va commencer et qu'ils vont conquérir ces territoires que le complexe va venir. Sinon, ils les appelaient les esclaves blancs. Non. Et pour eux, l'esclave est membre de la famille. Si bien que ils faisaient des distinctions dans la servilité. Le kanga ou le donko, c'est l'esclave qui a été acheté. C'est l'homme qui a été acheté. Vous voyez? Celui-là, vraiment, lui, il était vraiment au bas de l'échelle. Maintenant, il y a le captif de guerre. Mais ils ont des noms pour désigner le captif de guerre. En langue tue, on l'appelle domu. Et en langue agni, on l'appelle angama. Le captif de guerre. Différent de celui qui a été acheté, qui lui est le kanga ou le donko. Maintenant, il y a ceux qui sont placés en gage. Ils peuvent être des hommes libres qui ont été placés en gage parce qu'ils doivent de l'argent ou bien parce que leur lignage doit de l'argent et on les met en gage auprès du lignage du créancier ou du créancier lui-même. Ceux-là, on les appelle aoba. Maintenant, au sein des familles, quelquefois, il y a des familles qui sont tellement affaiblies parce que ils sont en nombre insuffisant au plan démographique. Ils sont financièrement affaiblis. Donc, ils s'allient à un lignage qui est beaucoup plus puissant, qui est beaucoup plus fort. Alors, ce type de famille affaiblie qui s'allie à un lignage plus fort, on les appelle mentanfiliés dans le sans-vie. C'est-à-dire, s'accoler à un lignage. C'est ce que ça signifie littéralement, ce mot-là. Vous voyez? Donc, l'esclave n'est pas enchaîné. Il n'est pas méprisé. D'ailleurs, si un maître maltraite injustement son esclave, mais son esclave peut aller porter plainte auprès de la chefferie. Il peut aller porter plainte auprès de la chefferie. Et il sera durement amendé pour avoir traité ainsi son esclave sans raison. Vous voyez? Donc la vision de l'esclave chez les Noirs et puis chez les Européens, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La seule chose déplorable que les Africains faisaient, notamment les Akans, c'est que quand les chefs, les rois meurent, des esclaves subissent un sacrifice rituel, dit-on, pour accompagner le roi ou la reine dans l'au-delà. Parce que dans leur vision, le monde de l'au-delà est parallèle au monde des vivants et que, étant roi ici, il meurt, il va dans l'au-delà, il va exercer toujours sa fonction de roi, donc il a besoin de serviteurs là-bas. Voilà. D'ailleurs même, souvent ils étaient drogués. Si bien que certains même disaient, mais écoutez, moi je suis prêt à accompagner mon roi ou bien accompagner ma reine dans l'au-delà. Allez-y, décapitez-moi, il n'y a pas de problème. C'est ce que certains disaient. C'était le seul côté négatif. Mais en plus, les esclaves permettaient au lignage de s'accroître démographiquement. Vous voyez? C'est pour ça que les femmes esclaves souvent s'étaient mariées, elles étaient les plus recherchées, les femmes esclaves. Pour accroître le lignage de l'acquéreur. C'était comme ça. Alors que qu'est-ce qu'on a vu avec les Indo-Européens dans la pratique de l'esclavage aux Amériques? Mais les Noirs là sont enchaînés. Ils sont maltraités. Ils sont à tout moment, certains sont pendus pour faire exemple. Et ils ne sont pas considérés comme membres du lignage de leur maître, de la famille de leur maître, jamais. Même quand ces maîtres-là ont des rapports avec des femmes esclaves noires et qu'ils font des enfants avec elles, ils savent très bien que ce sont leurs descendants, mais ils les gardent toujours dans le milieu esclave. Toujours dans le milieu esclave. Comment toi, ton propre descendant, tu sais que c'est ton fils, ou bien c'est ta fille, mais tu le gardes esclave parce que toi, tu veux qu'il continue de travailler d'une façon servile pour toi. Non, les Indo-Européens, je ne les comprends pas quelquefois. Leur volonté de se faire des biens matériels les a tellement égarés. Ah oui, ils sont égarés. Pour la plupart, je ne dis pas que tous sont comme ça, non. Voilà, parce que pour eux, c'est comme si la fin justifie toujours les moyens. Non. Pas parce que tu veux avoir des revenus que ton propre sang, tu le maintiens dans la servilité. Et pourtant, la journée, ils méprisent le noir, mais la nuit, ils vont avec les femmes noires.
Et c'est pour ça que vous remarquerez que dans les zones où il y a eu l'esclavage, mais il y a de nombreux mulâtres, hein, ceux qu'on appelle les mulâtres. Hein, en Amérique du Sud, on les appelle les mulattos, pour les distinguer des mestizos qui, eux, sont des descendants d'Indiens et de Blancs. Vous voyez, c'est ça qui est malheureux. Or, chez les populations Akan, par exemple, l'esclave acheté là, le Kanga là, ou le Donko là, lui, il peut être vendu. Mais son enfant ne peut pas être vendu. Même à partir de la deuxième génération, on ne peut plus le vendre. C'est pour ça qu'ils ont fait une distinction entre l'esclave et puis le descendant de l'esclave. La terminologie est différente. C'est ce que les Babou appellent Kangaba, c'est-à-dire l'enfant de l'esclave. Le Kanga, lui, peut être vendu, mais le Kangaba, on ne peut pas être vendu. Il ne peut pas être vendu. En langue utu, on dit Donkoba, c'est-à-dire l'enfant de l'esclave. Si l'esclave, le Kanga ou le Donko peut être vendu, mais son descendant, là, lui, ne peut pas être vendu. Et puis, chez les Akans, à partir de la 8e génération, la servilité disparaît. Ils ne sont plus esclaves, ils sont en oubli, directement, à partir de la 8e génération. C'est comme ça. Bon, je sais que souvent le chiffre 8 est important pour ces populations-là, mais là, c'est une autre affaire. J'ai eu même à faire un article sur la question. C'est pour ça que les 8e enfants sont appelés Nyamke, c'est-à-dire don de Dieu. Hein, don de Dieu. Nyamke ou Nyamke, don de Dieu. Vous voyez? C'est ça. D'ailleurs, même dans les chefferies, les royaumes Akan, ceux qui étaient les bourreaux qui sacrifiaient les esclaves, étaient souvent eux-mêmes des descendants d'esclaves. Très souvent, ils étaient descendants d'esclaves. Voilà. Parce qu'il y a un dicton qui dit, le noble, lui, il ne tue pas. Le déchet là, le noble là, lui, il ne tue pas. Mais on tue en son nom, on tue pour lui. Voilà. Donc, c'était comme ça. À partir de la 8e génération, ils sont en oubli. Ils ont le droit d'avoir un siège, etc. Et puis, c'est fini. C'était comme ça. Alors que chez l'Européen, pour que tu sois libéré, il faut avoir payé pour être libéré. Non. Chez les Africains, tu n'as pas besoin de payer pour être libéré. Non. À partir de la 2e génération, tu es libre. C'est tout. On peut plus te retenir, on ne peut plus te vendre, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, même chez les Akans, un esclave là, son maître peut prendre sa propre fille pour lui donner en mariage. Il peut prendre sa propre fille pour lui donner en mariage. C'était comme ça. Vous voyez? Même dans l'Antiquité, les esclaves étaient traités moins durement. Vous voyez, on a vu dans le cas des évangiles, hein, ce centurion romain qui s'est inquiété pour son esclave qui était malade. Hein? Mais quand l'exploitation des Amériques a commencé, devant le désir de s'enrichir, on dirait que les Caucasiens là sont devenus totalement fous. Aucune considération pour la dignité humaine. Le code noir a été mis en place. Vous n'avez qu'à lire le code noir que les Français ont mis en place, mais c'était appliqué de la même façon partout. Partout dans les Amériques. Partout dans les Amériques. Oui, partout dans les Amériques. Oui. C'est ça qui a été malheureux dans cette question de la traite négrière et de l'esclavage. Nous allons poursuivre notre série de vidéos. Je vais vous amener à voir aussi cette période qui a concerné la conquête coloniale. La conquête coloniale. Et puis, nous parlerons ensuite de ce qu'on appelle les 7 matriclans Akan. Je ferai des vidéos sur les 7 matriclans Akan, qui est une institution qui est universelle chez les Akans. Ça va au-delà des ethnies, ça va au-delà des peuples. Tout être humain est censé appartenir à un matriclan selon les Akans. Je vous souhaite une bonne journée. Soyons des êtres humains libres. Voilà. Que personne ne nous traite d'homme inférieur parce qu'il a le nez aquilin, parce qu'il a le nez droit, parce qu'il a les yeux bleus. D'ailleurs, même les yeux bleus, aucun œil n'est bleu parce que la pupille, là, il permet de voir, là, elle est toujours noire. La pupille est toujours noire. Regardez bien. Après le blanc de l'œil, là, c'est ce qui suit, là. Hein? Je crois qu'on appelle ça l'iris. C'est ce qui soit blanc, bleu, brun, vert, etc. Sinon, la pupille, là, elle est toujours noire. Ce qui permet à l'être humain de voir, là, c'est toujours noir. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Soyons des hommes libres.
et ne nous laissons pas écraser par qui que ce soit. La véritable supériorité de l'être humain, ça vient de l'individu qui est rempli de compassion pour les autres, qui aime les autres, qui ne veut que faire du bien aux autres. Voilà l'homme supérieur. Mais ce n'est pas celui qui vient écraser les autres, les maltraiter, sous des prétextes fallacieux. Merci et à bientôt.